bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons aborder ce soir la troisième rencontre de ces 15 jours consacrés aux droits des femmes au sein de l'association de culture berbère, puisqu'il y a une exposition que nous a concocté l'association Femmes Solidaires, dont il sera question dans un instant, et qui est donc exposée jusqu'au, je crois, 22 mars à peu près. Et donc, troisième rencontre, après la question des femmes dans les assemblées de village, les Tajmat lundi, plutôt mardi, et mercredi nous avions une rencontre littéraire, et donc ce soir nous rencontrons trois spécialistes de l'immigration, militantes pour certaines, journalistes, et donc qui nous parleront à la fois de revues, d'associations et de magazines. Alors il y a Marie Poinceau qui est là pour la revue Hommes et Migrations, revue du Musée national de l'histoire de l'immigration. Elle nous dira un mot sur cette revue ancienne, riche et qui a toute sa place dans le monde universitaire et de la recherche. Souad Baba Issa, qui est notre amie administratrice de l'ACB, militante engagée sur bien des secteurs et bien des associations, nous parlera ici de Femmes Solidaires. Samia Messaoudi, je pense qu'il n'est presque pas la peine de la présenter, mais enfin on va quand même le faire. Samia Messaoudi, donc, qui est aussi une administratrice de l'association, journaliste à Clara Magazine, dont il sera question ce soir, et à Beurre FM sur radio, sur laquelle on peut l'écouter tous les dimanches matins de 10h à 11h, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ce soir, il sera question de... Nous sommes dans le cadre de cette semaine de femmes en première ligne, donc il sera question des femmes en première ligne, mais des femmes immigrées en première ligne. Et en l'occurrence, de poser le débat sur d'abord quel est l'état de la recherche sur cette question, qu'est-ce que l'on sait de l'immigration, mais d'un point de vue féminin, et quelles sont les questions qui peuvent se poser à la fois sur l'état de cette recherche, sur les formes de lutte et quel type de droits spécifiques peuvent être en question, les combats qui sont menés, les réalités migratoires aussi, etc., etc. Nous aborderons l'ensemble de ces sujets à travers l'expérience, à travers les revues, à travers les magazines de nos invités. Alors peut-être que la première question, puisque je la poserai à Marie Poinceau, au sujet d'un numéro spécial de la revue Hommes et Migrations consacrée aux femmes et au corps, et un numéro de la revue tout à fait dans le cycle ordinaire des parutions consacré aux femmes justement engagées au pluriel. Bonjour, merci de me recevoir ce soir pour présenter ces numéros de la revue. Tu l'as dit Mustapha, cette revue est ancienne, elle date des années 40, 50, sous le nom de Cahier nord-africain. Elle est née dans le 20e arrondissement pour en fait proposer de l'information et de la réflexion à tous les acteurs qui étaient investis dans l'accueil et l'accompagnement des travailleurs d'immigrés à l'époque, nord-africains plus précisément. Une revue qui était créée par l'association Amana, qui en 1965 a souhaité passer à une autre approche plus éditorialisée, avec des articles inédits, de plus en plus des articles issus des travaux de recherche sur les questions migratoires. Et donc elle a pris le nom de Hommes et Migration. Alors on a beaucoup débattu de ce nom, bien sûr, plus récemment, puisque homme maintenant renvoie pas forcément à être humain, à humanité, mais à l'homme en comparaison de la femme. Et justement sur cette problématique des femmes engagées ou du corps féminin en migration, la question de l'appellation de cette revue a été de nouveau le sujet de réflexion et de proposition. Alors, par ailleurs, cette revue, ce n'est pas la première fois qu'elle publie des dossiers sur cette question des femmes en immigration. Dès 1992, mêlant à la fois la présentation des mobilisations des femmes et en même temps les travaux de recherche, un numéro consacré à Parole d'elle, point d'exclamation, montrait bien qu'il était temps que ces femmes s'expriment dans l'espace public, qu'elles soient visibles. En 2011, on avait proposé un numéro qui portait davantage sur les questions de discrimination, on avait appelé ça discrimination féminin pluriel. C'était l'idée de montrer pourquoi les femmes d'origine étrangère sont
sont soumises quelque part à la double peine de la discrimination, à la fois en vertu de leur appartenance sexuelle en tant que femme, mais aussi en tant que femme d'origine étrangère. Et en 2015, on avait fait une sorte de numéro anniversaire de plus de 35 ans de recherche sur ces questions de migration féminine, qui s'appelait « Femmes et migration », c'était pas très original, mais en tout cas, le propos de la coordinatrice qui s'appelle Mirjana Morovacic et qui est vraiment une des personnes qui a introduit ce domaine des recherches sur les questions de femmes en mobilité, c'était de montrer comment on était passé justement d'une situation d'invisibilité, à la fois dans l'agenda des recherches, mais aussi en tant que discours public ou de politique publique, à progressivement une revisibilité, une revisibilisation de ces femmes dans les médias, dans les politiques publiques et dans les discours, et avec bien évidemment corrélé à cette question la contestation d'une assignation dans des rôles et dans des images. Et voilà, donc on arrive maintenant fin 2021 sur ce dossier Femmes engagées. Et en fait, pour une fois, ce n'est pas le dossier scientifique qui a guidé la constitution de ce numéro, mais l'inverse, c'était l'idée de regarder comment les collections du musée de l'histoire de l'immigration avaient constitué les femmes en tant qu'objet patrimonial. Et donc, on a voulu un peu sélectionner tout ce qui pouvait renvoyer aux réalités féminines de l'immigration dans les collections du musée. Et ensuite, on a donc essayé d'accompagner ce portfolio, essentiellement composé de photographies, d'ailleurs j'en reparlerai tout à l'heure, d'articles. Et du coup, on s'est dit qu'il était temps, à ce moment-là, de ne plus repartir sur l'analyse des réalités migratoires de ces femmes, à la fois en tant que circulation dans l'espace, de modalités d'installation, d'accueil et de parcours de vie, disons. On a voulu voir comment elles s'exprimaient en tant qu'actrices, à la fois de leur propre trajectoire, mais aussi en tant que militantes dans l'espace public. Voilà, et en fait, c'était aussi pour refroidir un peu l'actualité sur la question des femmes sous l'angle de toutes ces problématiques à la fois féministes, identitaires. Il y a eu une espèce de surinvestissement, de tensions et de conflits sur la question de ces femmes que certains appellent racisées, d'autres préfèrent parler des migrations ethno-raciales, également cette idée que voilà, ces courants s'invitent et ont été portés et ont croisé celle du féminisme en France. Donc on voulait un peu mettre à plat toutes ces approches pour proposer un cadre scientifique un peu apaisé, un peu serein, sur la base des études en cours sur le sujet. Et la préparation était sereine? Absolument. Parce que, en fait, on a bénéficié... D'abord, on a coordonné ce numéro, et c'est rare, uniquement avec la rédaction de la revue. Mais par contre, on a bénéficié des travaux tout à fait intéressants de Camille Schmoll, qui est une géographe, une jeune géographe qui a fait sa thèse sur ces femmes qui prennent le risque de traverser la Méditerranée dans des formes de migration clandestine ou irrégulière, disons, et qui avait fait un énorme effort pour traduire ces travaux de recherche, de thèse, dans une publication tout à fait accessible au grand public et qui a avec nous essayé de voir un peu quels étaient les travaux les plus intéressants du moment pour qu'on puisse solliciter des chercheurs qui ne sont que des chercheuses. Je pense qu'en dehors de Mustapha, qui est notre chroniqueur et qui a proposé un texte sur la littérature, les figures féminines dans la littérature de l'exil, et de Mouloud Mimoun, qui est notre chroniqueur depuis maintenant quelques années sur la question du cinéma, qui avait aussi fait on en reparlera peut-être parce que c'est des formes d'expression auxquelles on ne pense pas forcément, c'est toutes ces scènes artistiques qui proposent aussi des figures féminines intéressantes. En dehors de ça, tout le numéro est composé de femmes autrices. Voilà. On va aborder maintenant la présentation peut-être de l'association que tu représentes, Soad, avec Samia, mais toi tu vas parler de l'association, Samia nous parlera du magazine plus spécifiquement. Femmes solidaires, vérifie si le micro est bien branché, regarde le bouton s'il te plaît.
Oui, l'association Femmes Solidaires, en fait, est l'association féministe française la plus ancienne, puisqu'elle est issue des réseaux de résistantes et qu'elle s'est créée donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle a été créée par les femmes qui sont sorties des camps de concentration. Donc aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, cette association. Et elle est présente, chez Femmes Solidaires, il y a 190 comités locaux et elle a vraiment une existence sur l'ensemble des régions de France. Et elle a toujours porté ce combat de solidarité, hein, même si elle s'appelait auparavant l'Union des femmes françaises, quand elle s'est créée, elle a toujours porté un regard et un combat de solidarité avec l'ensemble des femmes du monde entier, hein, de la planète, puisqu'elles ont milité contre la guerre au Vietnam, contre la guerre d'Algérie, elles ont eu un combat anticolonialiste et elles ont toujours été à la pointe pour porter la parole des femmes. Donc si leur premier combat, ça a été au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le droit de vote, en tout cas, elles étaient aussi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui, entre guillemets, un féminisme populaire, puisque c'était des femmes de toute génération, de toutes les régions, et surtout des femmes ouvrières, des femmes paysannes, des employés. Donc c'était vraiment un rayonnement sur tout le territoire français. Et elles ont porté des combats qui aujourd'hui existent encore, hein, que ce soit les représentations des femmes dans les manuels scolaires, que ce soit des revendications sociales. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est très intéressante à voir sur l'une des revendications qu'a portée justement l'Union des femmes françaises et qui est devenue institutionnelle aujourd'hui, c'est cette fameuse prime du tablier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un esprit social, d'égalité et d'aide aux familles qui aujourd'hui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire. Donc c'est vraiment la revendication de l'Union des femmes françaises. Et dans leur solidarité internationale, et Samia le reconfirmera derrière, c'est qu'à un moment, tout comme vous vous êtes posé la question sur hommes et migration, donner un autre nom, et bien à l'Union des femmes françaises aussi s'est posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire de rester Union des femmes françaises quand on est de plus en plus solidaire sur les combats des femmes et qu'en plus, en France, il n'existe pas que des femmes françaises, il y a à la fois des femmes françaises et des femmes étrangères et qu'il faut aller dans un combat pour l'égalité entre les femmes françaises et les femmes étrangères. Et derrière, il y a aussi la question de la solidarité internationale et la véritable prise de conscience, c'est quand même avec les Algériennes pendant la décennie noire, puisque Femmes Solidaires va être l'une des associations féministes qui va énormément aider les Algériennes dans le combat contre le terrorisme islamiste et qui va accueillir les femmes en exil. Et à partir de là, va se poser la question de reste-t-on Union des femmes françaises ou faut-il chercher un autre nom? Et le nom qui est apparu au regard des solidarités que portait l'association, c'est devenu Femmes Solidaires. Et aujourd'hui, elle continue, cette association, à être sur ce combat de solidarité et d'égalité des droits avec les femmes étrangères, dans une lutte antiraciste, anticolonialiste, anticapitaliste, et sur la nécessité aussi d'avoir ce rôle d'éducation populaire, d'être une association laïque, mais surtout de créer les liens qui font que les femmes peuvent se rassembler et se retrouver sur des valeurs universelles. Juste un point peut-être sur l'organisation, je crois que vous rayonnez sur toute la France et qu'il y a des antennes... Oui, on a 190 comités locaux et comme je l'ai dit, on rayonne sur les 13 régions de France. Il y avait aussi un comité dans les DOM. À un moment, on en a eu un à la Guadeloupe. Et puis, bon, vous savez, il est difficile de renouveler les équipes à des moments et de retrouver des personnes qui peuvent prendre la suite d'un comité. Mais toujours est-il que les liens à travers l'ensemble des territoires, mais surtout à travers
l'ensemble de la planète s'est agrandi, puisque derrière, en 2016, s'est créé le réseau international féministe et laïque, qui a été porté avec l'ensemble des femmes de différents pays, au départ d'une quinzaine de pays, et qui tend à commencer à s'élargir aussi. Et il est important de rappeler que Femmes solidaires, c'est tout ce travail d'éducation populaire et tout ce plaidoyer avec le rôle aussi qu'elle a en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale, puisqu'on a un statut consultatif aux Nations Unies, ce qui permet aussi d'organiser des ateliers pour porter la voix des femmes qui ne peuvent pas s'exprimer devant les instances internationales et pour porter leur combat, et aussi avec le comité interafricain, puisqu'on a des relations avec les organisations féministes africaines et plus particulièrement en Éthiopie, puisqu'on a porté toute une thématique sur l'excision, mais aussi sur le viol comme arme de guerre quand les femmes ont été violées aussi. Alors, un autre aspect de vos activités au sein de Femmes solidaires, c'est bien entendu l'information, la diffusion pédagogique à travers les expositions, mais aussi à travers un magazine qui s'appelle Clara. Pourquoi Clara d'abord? Parce que Clara Zetkin. Ah, parlez de le dire. Clara Zetkin, on est à quelques jours du 8 mars. Il n'a échappé à personne que le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Et que cette journée, elle a été initiée par un certain nombre de femmes, dont la leader, si je puis le dire ainsi, s'appelait Clara Zetkin et qui portait haut et fort le combat des femmes, et qui était un combat essentiellement d'ailleurs sur l'égalité salariale, puisque c'était des revendications sur le statut des femmes dans les entreprises en Europe, puisque c'était une initiative européenne. Qui considérait que, leur lutte en tout cas considérait que les femmes étaient sous-payées par rapport aux hommes, et elles ont décidé de prendre un jour de réflexion sur ce combat à mener pour qu'on arrive à l'égalité salariale. On verra qu'on est en 2022 et que même si dans les textes il est dit qu'à travail égal, salaire égal, homme-femme, on n'y est pas tout à fait, mais ceci est un autre débat. Donc pour compléter ce que vient de souligner Souad Baba Issa avec le mouvement Femmes solidaires, historiquement qui est un mouvement né au lendemain de la Résistance, et au lendemain de la Résistance naissait aussi un journal qui s'appelait Heure Claire, qui était le journal des femmes de l'Union des femmes françaises. Et dans Heure Claire, on retrouvait un sommaire qui correspondait au combat des femmes, justement. Alors il y avait le combat de la paix, on en a parlé, il y avait les revendications, là aussi, à la fois sociales, salariales. Et comme il fallait aussi bouger dans l'intitulé, puisque on n'était plus dans ce Heure Claire qui paraissait à la fois aussi très familial, on voulait lui donner une dimension d'ouverture, à la fois sur la société, les femmes à l'extérieur et pas dans l'espace familial. On a intitulé le magazine Clara, pour ce que je viens d'expliquer. Et dans Clara, donc c'est un magazine qui porte, autant que faire se peut, haut et fort dans sa ligne éditoriale, des réflexions sur la question des femmes. D'abord la rédaction elle est aux 3/4 féminine, sauf un contributeur et un permanent de l'association, Kevin Vedi, qui travaille avec nous, parce que nous on n'est pas entre femmes, on est aussi avec des hommes dans les comités, il y a des hommes dans des comités en région, et puis dans la rédaction il y a Kevin, et donc on essaie de porter toute l'actualité sociale, l'actualité culturelle, et puis les grands débats de la société française qui vont être importants, que les femmes vont traverser par rapport à des questions qui nous traversent sur à la fois des inégalités, mais aussi des reconnaissances de qui nous sommes dans notre singularité de femmes, puisqu'il y a des singularités à la fois culturelles qui sont importantes à dire. Là, dans le dernier numéro qui est sous les yeux, à la fois les dossiers peuvent être des dossiers à la fois de santé, des dossiers, mais là, on retrouve un dossier autour de la danse, par exemple. Ça peut paraître léger, mais on s'aperçoit que dans la diversité de la danse, classique, contemporaine et autres, il y a l'histoire du corps des femmes aussi, qui est en scène. Donc c'était aussi cet aspect-là qu'on voulait mettre dans ce dossier.
Et il y a une page mémorielle aussi, où il y a la mémoire d'une femme. On fait un focus sur une femme qui va inscrire une mémoire, à la fois une mémoire culturelle, une mémoire politique. Là, on parle de Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande militante aussi. Donc, on est voilà, dans une volonté de partir du général, mais avec une singularité, effectivement, sur notre histoire de femmes aujourd'hui, au travers des différentes contributions, les différentes thématiques qui sont abordées dans ce numéro. Et pour ce coup, dans ce magazine, et pour le coup, nous on revendique être un magazine féminin et féministe. On n'a pas de publicité. La seule publicité qu'on a, elle est souvent une publicité de notre magazine, c'est-à-dire une volonté de dire achetez notre magazine et abonnez-vous. Des publicités aussi institutionnelles qui encouragent aussi notre magazine par les idées que notre magazine porte. Hein. Donc ça aussi, c'est important. Et on parle voilà, de tout ce qui est aujourd'hui l'actualité culturelle, cinéma, théâtre et autres, et des pages internationales évidemment, on l'a évoqué au travers le mouvement, parce que nous on pense que notre combat féministe dans l'Hexagone, il dépasse largement la frontière, et que notre réseau féministe international est important, et on le retrouve dans ces pages du magazine. Là, je vois que dans les pages internationales, par exemple, il y a un dossier sur les femmes guinéennes, il y a eu un dossier sur les femmes indiennes, on l'a dit, sur les femmes algériennes, mais voilà, les femmes du monde, c'est important de parler d'elles, parce qu'on se rend vite compte que quand on évoque l'égalité des femmes ici en Europe, si on regarde un peu plus loin, on a besoin d'entendre à la fois comment les femmes ailleurs bougent aussi et s'émancipent. Souvent elles n'ont pas attendu les femmes d'Occident, les femmes européennes pour avancer. Elles se prennent en main. Les femmes africaines avec leur économie, comme on dit, parallèle, souvent sont des femmes qui ont bougé aussi. On a parlé des femmes dans la guerre, le viol dans les guerres. Les femmes africaines se sont révoltées contre ce qu'elles subissaient de ces violences. L'excision, elles n'attendent pas que les femmes françaises leur disent les méfaits sur le corps des femmes et sur la femme, qui est cette tradition ancestrale qu'est l'excision. Elles organisent aussi leur mouvement d'émancipation contre l'excision. Donc voilà, et nous on est à l'écoute de ces femmes-là, on les relaie ici au travers le magazine, parce que la dimension, et comme dans le mouvement et comme dans le magazine, la dimension internationale est importante. Le magazine aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est difficile de porter un magazine. Je me tourne vers Marie Poinceau pour le magazine Hommes et Migration. Je crois qu'on a besoin d'être lu, d'être vu. Nous, à Clara, on n'est pas en kiosque, on est essentiellement sur abonnement, mais voilà, après, c'est aussi un magazine qui se prête et qui se partage comme lecture, parce qu'il est vraiment un magazine féministe incontournable. C'est dit. Est-ce qu'on peut commencer par faire un topo, Marie, qui serait une façon aussi de déconstruire un certain nombre de mythes et de replacer le réel au cœur du débat sur ce que sont les migrations au féminin. C'est-à-dire que, tu le disais, effectivement, une invisibilité du parcours migratoire vu du point de vue féminin dans la recherche, mais aussi dans les représentations, son importance sur le plan numérique, sa composition, le fait qu'on n'a pas seulement effectivement des femmes qui suivent leur mari ou leurs époux aujourd'hui, leur niveau de formation, etc. Un certain nombre de déconstruire la connaissance sur le sujet. C'est vaste, oui, c'est très vaste. Mais je voudrais quand même dire 2-3 choses intéressantes que j'ai appris. Alors, c'est d'une part ce que dit Linda Guéry dans son article de Femmes engagées, ce premier numéro, c'est que sur la problématique des migrations féminines, on s'aperçoit que c'est finalement l'agenda des combats, des luttes de ces femmes, et des mouvements féministes plus généralement, qui a inscrit ces questions, ces objets dans la recherche, et qui a eu donc une sorte de porosité, de convergence entre
les revendications, les problématiques posées par ce militantisme féminin porté par des femmes étrangères ou d'origine étrangère, et le monde de la science qui a voulu creuser ces questions. C'est ce que dit tout à fait aussi Michel Perrault quand elle raconte que l'histoire des femmes a été longtemps méconnue, et que c'est finalement avec les mouvements féministes des 70, fin 60-70, que toute une série de questions se sont posées sur la place des femmes, le rôle des femmes, leur présence et leur contribution à l'histoire. Et donc, pour l'histoire de l'immigration, c'est la même chose. En fait, l'histoire de l'immigration féminine, elle est très ancienne. Il n'y a jamais eu moins de 40% de femmes dans tous les flux migratoires qui, par exemple, composent l'histoire française, qui est, on le sait, assez ancienne en Europe. Et ces flux sont à la fois des flux de famille, donc avec la présence de femmes dans des flux composés de familles, de couples ou de familles avec des enfants, mais aussi des migrations féminines où des femmes portent leur projet migratoire seules. Par exemple, les domestiques qui arrivent à Paris, que ce soit de Bretagne dans le cadre de l'exode rural, ou que ce soit de Suisse ou d'Allemagne, puisque dans la bourgeoisie parisienne, à la fin du XIXe siècle, avoir une gouvernante ou même les jeunes filles au père anglaises venant avec des gages de sérieux et des compétences pédagogiques, ces femmes-là, elles étaient très présentes, on les a très peu étudiées. Que ce soit les domestiques dans les fermes, recrutés dans le cadre de la convention France-Pologne, à la sortie de la Grande Guerre, la Première Grande Guerre, et qui vont connaître des situations assez difficiles, comme vraiment domestiques à tout faire dans des fermes isolées, ne parlant pas le français, et la plupart sont restés. Voilà, il y a de toute façon des flux de migration purement féminine qui existent, mais qui n'ont pas été étudiés. Donc c'est un peu un rappel à mettre plus de visibilité sur ces flux-là. Ensuite, c'est vrai que peut-être que si on étudie à la fois les réalités migratoires, c'est-à-dire les circulations migratoires, et de voir un peu où se situent les femmes dans ces différents types de migration, et puis après de voir aussi dans les pays d'immigration, qu'est-ce qui distingue la situation des femmes immigrées d'une situation de l'immigration plus généralement, il y a quand même des particularités à noter, et c'est ce que je vais faire maintenant. Il faut savoir qu'actuellement, le plus important flux migratoire vers l'Europe et vers la France, ou particulièrement, ce sont les migrations étudiantes. Et elles composent vraiment plus de 40%, je crois, des flux. Et parmi ces étudiants, il y a beaucoup d'étudiantes, et beaucoup d'étudiants de plus en plus qualifiés. Donc ces migrations-là, elles sont motivées par des jeunes femmes qui ont été scolarisées, et d'ailleurs, ça montre bien que les pays du Sud poursuivent ce développement de l'éducation des filles, qui est très important pour le changement des mentalités et transformation de la société, que ces jeunes femmes, elles veulent poursuivre leurs études dans des pays, peut-être grâce à des bourses, en tout cas avec une perspective de diplôme qui permettront d'avoir des carrières professionnelles beaucoup plus intéressantes. Un certain nombre repartent dans leur pays d'origine, mais également d'autres restent. Et on va voir tout à l'heure qu'elles sont confrontées à une situation du travail qui n'est pas tout à fait égale à diplôme équivalent avec des jeunes, avec des étudiants et des femmes étudiantes dans leur insertion professionnelle. La deuxième migration qui a pendant longtemps été privilégiée, y compris en termes de travaux de recherche, c'est la migration familiale. Donc dans le cadre du regroupement familial, je rappelle qu'en 1974, la France arrête ses migrations de travail salariés et donc autorise, après plusieurs péripéties de politique publique qui voulaient vraiment ne pas respecter ce droit à vivre en famille qui est un droit international, beaucoup de femmes et enfants viennent rejoindre leurs maris qui sont déjà des travailleurs immigrés installés en France. Et donc là, on a toute une série d'études très intéressantes, mais qui vont se focaliser sur la figure domestique de ces femmes, sur leur rôle dans l'intégration. C'est une problématique très sociale de recherche sur
Donc leur rôle dans l'intégration, accentuant aussi leur fonction de transmission d'une langue, de pratiques culturelles, de savoir-faire, mais malgré tout la renfermant dans un rôle domestique qui implique aussi une certaine inactivité dans le monde du travail, et puis une vision un peu de une évolution individuelle de la tradition vers la modernité, puisqu'il faut quand même justifier que la société française apporte quelque chose à ces femmes. Donc on va un peu les renfermer dans une sorte de folklore et une image figée, vieillotte. Ce qui s'est progressivement distingué, le regroupement familial est toujours important, mais c'est une autre forme de migration qui s'appelle la migration des conjoints de Français, de nationaux. Et c'est donc des personnes installées en France, ou pas forcément d'origine étrangère d'ailleurs, qui décident d'épouser une personne à l'étranger. Souvent, ce sont des personnes qui, en fait, sont issues du pays d'origine de leurs parents. Et donc, il y a toute cette problématique qui a été un sujet de recherche extrêmement fort à un moment, des mariages arrangés, des violences familiales exercées auprès de ces jeunes femmes qui étaient un peu dans des chaînes migratoires, pour, si vous voulez, continuer à permettre des entrées en France de personnes qui n'auraient pas forcément eu une facilité à venir par ses propres moyens. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième problématique de migration de conjoints français, ou de personnes qui souhaitent voilà, faire une sorte de migration matrimoniale, c'est que là, c'est poser la question en termes de recherche des questions de domination familiale, de recherche d'émancipation, d'autonomie, de comment la migration permet aux femmes de s'extirper de codes sociaux ou culturels qui, à travers l'acte de migrer, de partir, et les contraintes qui, bien sûr, se posent dans l'installation dans le pays, puisqu'elles sont accueillies dans une famille qui n'a pas l'intention de les lâcher si vite. Sinon, bien sûr, il y a d'autres formes de migration dont on parle énormément. Ce sont les migrations humanitaires, les migrations de personnes qui fuient des conflits, des guerres ou des situations violentes, plus généralement. Et là, les femmes sont importantes, et les médias ne le montrent pas assez, parce que c'est vrai que quand on voit des convois de réfugiés, des gens qui essaient de passer des frontières, c'est souvent des figures masculines, et parfois on voit quelques femmes, alors qu'elles sont nombreuses, elles composent 30% de ces flux, et qu'elles échappent bien sûr à des violences, des répressions, des situations d'enfermement familial, mais aussi elles vont être victimes, et c'était l'objet de ce hors-série que nous avons fait l'année dernière à l'occasion du forum international qui s'appelait Génération Égalité, qui est un forum rassemblant malheureusement uniquement de façon numérique un certain nombre de grands réseaux militants en France et à l'étranger, pour discuter de la façon dont les droits des femmes l'actualité des droits des femmes dans le monde. Et il est apparu cette problématique du corps des femmes, puisque les femmes en migration vont avoir... la migration fait quelque chose au corps, et la migration permet aussi d'éclairer toutes les violences faites aux femmes et dont le corps est la cible. On vous en avait parlé, il y a les questions de prostitution, il y a les questions de mutilation sexuelle, il y a les questions aussi de droit à la procréation, ou au contraire de droit à l'avortement et à des choix de vie. Voilà, toutes ces problématiques corporelles, elles sont posées, et la migration, en fait, est une façon aussi de lire ces problématiques peut-être autrement. Et enfin, la migration de travail, la migration économique. Et là, effectivement, les femmes sont présentes, et souvent, elles arrivent par une autre forme de migration, mais après, elles deviennent des personnes qui s'insèrent dans le marché du travail. Et là, on est sur une problématique de la division mondiale du travail et de la pénurie dans certains secteurs
où elles vont être particulièrement orientées, à savoir tout ce qui est le care, ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire la santé, le soin, l'accompagnement des personnes âgées, les puéricultrices, les infirmières, etc. Mais aussi tout ce qui est du domaine de la grande distribution, de travail vraiment à la tâche extrêmement difficile corporellement et qui en fait transforme les femmes en machines, enfin, et le corps le vit difficilement. Et puis les métiers autour de l'entretien, toutes les formes d'entretien, je ne sais pas si vous avez vu Wiström récemment, mais voilà, on voit ça. Et donc sur ces problématiques-là, il y a énormément de travaux qui sont passionnants et qui montrent effectivement que les femmes étrangères ne s'insèrent pas dans le monde du travail de la même façon, parce qu'elles sont plus que les autres soumises au régime de la précarité, du statut, aux conditions de travail difficiles, à la question des horaires qui est absolument une contrainte absolue par rapport à leur vie de famille, à la question aussi des bas salaires, des contrats précaires, enfin voilà. Toutes ces problématiques-là sont étudiées en France et à l'étranger de façon très intéressante avec des monographies très précises. Par ailleurs, si vous voulez, toutes ces problématiques de recherche autour de l'engagement des femmes étrangères, donc elle est partie d'une étude de la figure domestique de la femme, comment cette femme qui est assignée à une tâche familiale, elle va pouvoir s'extraire, se sortir un peu de cette seule condition, de cette inactivité un peu forcée, de son isolement. Et puis dans les années 80, on va avoir beaucoup d'associations, plutôt de quartiers, des associations qui vont mettre l'accent sur une citoyenneté locale, sur les effets de solidarité entre femmes, sur les reconnaissances culturelles, la question de la transmission culturelle, des relations interculturelles. C'est le moment aussi où il y a toute cette problématique des femmes relais, des médiations qui se met en place. Et puis avec la marche de 83, les femmes bien sûr sont solidaires des luttes contre les violences policières, contre le racisme, qui s'adressent non pas tant à elles mais à leurs enfants. Et donc elles vont suivre aussi ces mouvements-là. Et elles vont commencer à se regrouper aussi sur des formes de résistance contre la précarité économique, contre la ségrégation urbaine, contre finalement tous les paramètres de leur situation difficile en France. Et dans les années 90-2000, là on va beaucoup plus voir des luttes contre les discriminations, alors qu'on appelle des discriminations en vertu du sexisme et en vertu de leur position sociale et en vertu de leur origine étrangère. Et bien sûr, une des expressions de cette double discrimination, ça va être la question du voile. Peut-être pas en parler, mais on y reviendra peut-être après. Et donc l'émergence de toutes ces approches intersectionnelles qui essaient de montrer la complexité des positionnements et des facteurs qui permettent d'analyser la position de ces femmes dans les sociétés. Et on finit les années 2000 avec une présence importante des femmes dans les mouvements de sans-papiers, la lutte contre la précarité juridique. Et j'avais essayé de voir, il y a évidemment, bien sûr, aussi une préoccupation des actions de mémoire, de la collecte des récits de vie, parce que ces femmes qui sont souvent invisibles, anonymes, peu reconnues, elles se posent la question de l'héritage qu'elles vont transmettre aux générations d'après, et souvent elles sont actives dans ces associations qui essaient de mettre une reconnaissance, de mettre une lumière sur ces pratiques culturelles, sur ces savoirs, sur ces savoir-faire et sur les récits individuels et familiaux. Alors là, un tour d'horizon parfaitement clair et parfaitement exhaustif. Merci Marie. Et au moins on a une idée un peu de cette réalité sociologique et migratoire. Comme tout ce qui a trait à l'immigration,
il est impossible finalement de se limiter aux généralités. On a à chaque fois affaire à des différences, à des cas particuliers, à des cas précis, des générations, d'origine nationale, etc., de parcours individuel, et c'est ce que nous a permis de comprendre là à travers la question féminine. Mais je pense que vous aussi sur le terrain, en tant que militante, etc., vous êtes confronté, enfin pas confronté, vous rencontrez quotidiennement des profils, vous rencontrez quotidiennement des formes de combat, et Marie en a évoqué, mais effectivement, quels sont le retour que vous pouvez nous faire sur du terrain? Souad rappelait tout à l'heure que le mouvement Femmes Solidaires, c'était près de 190 associations sur le territoire national. Et quand on parle de territoire national, on se rend compte que c'est pas la même chose quand on est dans un espace rural que quand on est dans un espace urbain. Je pense à la Seine-Saint-Denis ou à Périgueux, les questions des femmes migrantes ne se posent pas de la même façon. Et pourtant, il y en a dans des comités à Périgueux, il y en a dans des comités en région parisienne. Pour donner cet exemple et faire un parallèle entre le rural et l'urbain. Mais on se rend compte quand même si ce n'est pas la même chose qui est vécue, que leur histoire, quand elles arrivent en France, là, ou en milieu rural ou à la ville, les préoccupations et ce que vivent les femmes est assez ressemblant finalement. Et quand elles viennent nous voir dans les permanences, moi je les vois à Paris, où je suis assez souvent au comité de Paris, il y a des préoccupations de leur vie. Quand il y a des violences conjugales, la violence conjugale d'une femme migrante n'est pas complètement la même que celle d'une femme française. C'est-à-dire qu'il y a la particularité de son histoire. D'abord, elle est liée au statut de son époux. D'abord, elle n'a pas de... Voilà, elle est liée au titre de séjour de son époux. Elle est la femme de monsieur. Elle n'est pas... Quand il y a un conflit, ben, on lui enlève ses papiers. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et qui est assez violent. Il y a aussi le poids d'une tradition qui conduit aussi une violence spécifique quand c'est des femmes migrantes, qu'elles soient maghrébines, africaines ou d'autres pays. La difficulté pour nous, souvent d'ailleurs à Clara, à Femmes Solidaires, c'est de bien prendre en compte cette spécificité-là. Même si on ne veut pas être dans l'enfermement du statut de la femme, à un moment donné, voilà, on ne s'adresse pas de la même façon. J'en discutais avec Régine, qui est la bénévole qui accueille les femmes solidaires à Paris. Elle a du mal quelquefois avec les femmes migrantes. Parce qu'il y a leur volonté, alors déjà c'est une chance quand elles sont venues raconter leur histoire, de violence, de papier, d'être sans papier, on parlait des sans-papiers, et de comment s'en sortir ici. Mais après, il y a la difficulté avec la langue, il y a la difficulté avec le fait que c'est pas facile d'aller jusqu'au bout dans le récit, parce que pour connaître les femmes migrantes dans leur histoire, il faut connaître leur récit. Moi je dis toujours aux femmes, si vous voulez être accompagnées dans ce pourquoi vous êtes là et vos difficultés, il faut tout nous dire. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas penser que c'est pas bien grave, etc. C'est pas très important. Tout est important puisque vous êtes là dans une situation particulière de violence, d'inégalité, administrative, puisque vous n'avez pas de papier. Et on va étudier votre cas dans cette singularité-là. Et notre travail, notre engagement, en tout cas Femmes Solidaires, et notre volonté, c'est de bien construire un accompagnement avec cette singularité-là, avec chaque femme, parce que chaque femme a une histoire particulière. Donc je quitte les femmes migrantes pour le coup, pour me dire qu'aussi du côté des femmes franco-françaises, si tant est qu'il en existe, voilà, il faut prendre en compte de toute la femme dans son entièreté, et son entièreté, elle a souvent des particularités. Je rajouterai une chose, parce que c'est vrai que le tour d'horizon que nous a fait Marie est très intéressant. C'est vrai, c'était très bien de rappeler tout ça. Et le constat qu'il y a eu, comme l'a rappelé Samia, c'est vraiment les inégalités déjà territoriales. Quand les femmes arrivent, quand elles arrivent en milieu urbain, ce n'est pas la même chose que d'arriver dans le milieu rural. Le milieu rural, il y a plus de difficultés de déplacement, il y a plus de difficultés de rencontrer les autres femmes. Et ce que je voudrais dire, comme on l'a rappelé la dernière fois, cette revue Hommes et Migration que vous avez appelée Femmes engagées, c'est que déjà quand les femmes s'engagent
dans le fait de partir en exil ou d'immigrer, c'est déjà un engagement, le premier engagement qu'elles font dans la démarche d'aller vers un ailleurs pour sortir des violences qu'elles rencontrent dans leur pays d'origine ou dans les difficultés qu'elles rencontrent. Et chez Femmes Solidaires, la question qui s'est posée, quand on a parlé du statut autonome des femmes migrantes, c'était d'aller à la rencontre des unes et des autres parce qu'il fallait réfléchir ensemble à cette triple discrimination qu'elles vivaient, qui est à la fois la domination d'une société capitaliste dans laquelle elles arrivent et qui ne va pas être tendre avec elles, et Marie l'a rappelé sur justement la discrimination sur le droit au travail, sur la reconnaissance de leur vie, de leur diplôme. La deuxième discrimination, la deuxième violence, c'est la violence patriarcale, puisque très souvent, si elles arrivent et qu'elles arrivent en tant qu'épouses, comme l'a rappelé Samia, elles sont liées au statut de leur conjoint, et si elles avaient à dire quelque chose, ou elles ont envie de dire quelque chose, comme elles sont rattachées au titre de séjour, ou comme tu l'as dit, au conjoint français, la violence augmente parce que ça devient un chantage contre ces femmes, à l'encontre de ces femmes, et qu'elles vont rester dans des situations de violence parce qu'elles savent que derrière, elles sont rattachées à une obligation de vie pendant 2-3 ans, selon comment évolue aussi la loi. Et c'est pour ça que j'arriverai à la troisième discrimination, qui est la violence institutionnelle sur les conditions politiques de l'accueil des migrantes. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Marie, il y a une véritable invisibilité. Quand on a fait à la CB, quand on a fait tout ce travail autour de l'occultation et sur les primo-arrivantes et sur les femmes migrantes, on s'est bien rendu compte qu'on ne parle pas des femmes migrantes, on fait comme si elles n'existaient pas, on ne voit que des visages d'hommes. Comme Femmes Solidaires, les copines se sont rendues dans la jungle de Calais et qu'elles sont allées à la rencontre des femmes, elles ont bien trouvé des femmes, aussi dans la jungle de Calais, elles n'ont pas trouvé que des hommes et elles ont trouvé des femmes confrontées à une précarité, à une pauvreté, mais en plus à un délabrement du fait de soins qui n'étaient pas donnés, à une absence de soins gynécologiques, de besoins qu'elles avaient, parce que la violence aussi, elle est aussi au niveau de la santé. Et toutes ces politiques d'immigration sont à la fois violentes et pour les hommes, mais elles le sont doublement, voire triplement pour les femmes, parce que très souvent, ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes femmes se retrouvent prises dans l'engrenage de la traite des femmes et donc du système prostitutionnel, parce que pour pouvoir survivre, eh ben, il y a des prédateurs de l'autre côté qui sont là. Et sans vouloir les donner toujours une image de victimes des femmes, c'est-à-dire qu'elles partent dans un engagement, elles sont des survivantes, elles sont des combattantes, et face à l'ensemble de ces violences, elles se retrouvent victimes d'un système prédateur. Voilà ce qu'il est important de dire, et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, nous, sur cette égalité des droits entre les femmes françaises et les femmes migrantes, dans une proposition de loi qui a été portée par Marie-Georges Buffet sur le statut autonome des femmes migrantes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est indispensable pour construire la citoyenneté des femmes, qu'elles soient maîtresses de leur propre destin et qu'elles ne soient plus rattachées au statut de leur mari. Elles sont des êtres humains, elles ne sont pas des biens mobiliers, comme c'est encore rappelé dans les statuts personnels. Et c'est pour ça qu'en plus, il y a cette revendication contre les accords bilatéraux et les statuts personnels tels que le Code de la famille algérien, tels que la Moudawana aussi au Maroc, et qu'il était important de porter cette proposition de loi devant le Parlement français. Alors, sur tous les éléments d'engagement et de combat que vous avez cités, la migration d'abord, effectivement, qui est un engagement, c'est bien présent, notamment dans le numéro Femmes engagées d'hommes et migration, les combats politiques, syndicaux, les combats, y compris même les combats pour réinvestir sur le pays d'origine, etc. Il y a aussi la question de qu'en est-il de l'émancipation des corps? Qu'en est-il des combats des femmes pour l'émancipation des corps? Qui veut répondre peut-être il y a eu un numéro spécial sur les corps, sur le corps. Non, moi je voulais rajouter quelque chose, c'est que je verrai une autre aussi contrainte,
c'est celle des représentations auxquelles elles doivent faire face, des représentations sur les femmes. Et donc, c'est vrai qu'on ne perçoit pas, quand on dit qu'une femme est actrice de sa migration, ça veut dire que c'est une femme stratège, c'est-à-dire qu'elle calcule, elle comprend d'où elle veut partir, quel est son projet migratoire, qu'est-ce qu'elle vise, quelles sont ses ressources, qui sont multiples, qui sont des ressources pas seulement pécuniaires, c'est des ressources en termes de langue, en termes de réseaux sociaux, en termes d'entraide, de solidarité, et comment elles vont construire leur circulation pour arriver à une équation où ces ressources seront au mieux mobilisées et valorisées. D'où cette préoccupation, effectivement, même si le bagage scolaire est faible, de le valoriser au maximum. Et elles vont se retrouver dans ce front d'une économie, d'un marché du travail qui, de toute façon, leur assigne une place. Pourquoi? Parce que cette représentation des femmes, elle est extrêmement stéréotypée. Je m'en suis rendu compte en regardant le fonds qu'on a constitué au musée. Et c'est d'autant plus étrange que c'est un fonds photographique constitué de ce qu'on appelle les photographes humanistes des années 60-70. Donc des photographes qui ont vraiment essayé de partir à la découverte de ces milieux émigrés dans les ghettos, dans les bidonvilles de Nanterre, dans les mines du Nord, etc. Dans des endroits où aucun photographe allait, parce que de toute façon il n'y avait pas de commande de la presse ou quoi. Et donc malgré ce regard humaniste sur cette population immigrée, on se rend compte que ces photos, parce qu'elles portent sur les femmes, elles montrent ces femmes comme victimes. Elles montrent ces femmes, elles les rattachent à un folklore culturel. Elle les montre presque dans des postures de résignation, elles sont souvent repliées, elle les rattache bien sûr aux tâches domestiques, et donc on voit qu'on les enferme dans des représentations négatives, et on ne voit pas tout le potentiel qu'elles ont, et qu'elles portent forcément toutes ces capacités d'adaptation, de réflexion, de calcul au sens stratégique du terme. Moi ça m'a beaucoup frappé, et je me suis dit finalement, comment on est... Alors, et en plus, concernant le Maghreb et presque le continent africain, il y a quand même cette image coloniale. Il y a cette image construite à travers l'héritage de la colonisation, et qu'il faut décoloniser quand même le regard et comprendre comment s'est construite cette image et comment on peut la... Parce que si les mères en ont souffert mais sont restées silencieuses, les filles, elles, disent non, on n'est pas d'accord. Et quand on lit l'ouvrage formidable de Faiz Again, La discrétion, hein, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui les heurte et qu'elles veulent absolument, que cette discrétion de la mère qui se comprend et qui est une discrétion quelque part douce, enfin, qui n'est pas une... elle voudrait qu'elle se transforme en rébellion. Et, elle se pose aussi la question de savoir si, malgré tout, ce n'est pas sa mère qui a raison. Oui, voilà, et s'il n'y a pas aussi une forme de confort quelque part, de douceur, de confort, et donc en fait pour que ces femmes immigrées arrivent à gagner une forme de respect et d'expression dans l'espace public, cette visibilité, c'est vraiment, ça ne se pose pas dans l'espace privé. Elles sont là, elles sont, comme on l'a dit, souvent les gardiennes du foyer, mais de façon très architecturale, enfin elles sont des architectes de la vie de famille, hein, c'est souvent le pivot familial. C'est dans l'espace public que la question se pose. C'est comment elles apparaissent à titre égal, de façon équitable, avec un souci d'équité, comme une population légitime et qui a quelque chose à dire et qui a quelque chose à dire sur sa propre histoire et sur la société de façon plus générale. Et donc je pense que vraiment, il suffit pas, il faut vraiment déconstruire effectivement ces réalités migratoires pour les comprendre dans leur complexité. Il faut aussi comprendre et déconstruire le regard qu'on a porté depuis des décennies sur ces femmes. Alors justement sur le regard qu'on porte, ou plutôt qu'on ne portait pas sur ces femmes, moi il y a une chose qui m'a frappé hier, je ne sais pas si vous avez vu les actualités de ce lendemain du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, on a interrogé dans les médias des tas de femmes pour parler de pourquoi elles manifestaient le 8 mars, etc. Il n'y a pas une femme étrangère qui a été interrogée, alors qu'il y en avait dans la manifestation des femmes africaines, des femmes kurdes, des femmes maghrébines. On a vu des jeunes filles, des jeunes femmes, des étudiantes, des femmes, mais pas une pour dire qu'elle était là, l'importance que revêtait sa présence dans ce combat le 8 mars. Ça m'a
vraiment pour souligner justement et appuyer sur ce que tu dis, Marie, sur le regard qu'on ne pose pas, qu'on ne voit pas sur ces femmes migrantes. Le 8 mars, c'était important, mais dans n'importe quel sondage, par exemple, c'est pareil, on ne voit pas de femmes migrantes qui parlent comme n'importe quelle femme sur un produit ou peu importe quoi. On ne lui demande pas son avis. Voilà, c'est ça. Pour le faire court, on demande rarement l'avis aux femmes migrantes sur les questions de société aujourd'hui en France. Et pour continuer, c'est comme tu dis, Samia, ce qui est d'autant plus grave, c'est que à Paris, et je pense aussi en province, mais surtout à Paris, ce qui a été préparé, c'était qu'il y ait quand même tout un carré international où il y a eu des femmes de l'ensemble des pays, des communautés étrangères, que ce soit le Kurdistan, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, les Turcs, les Kurdes, mais on avait aussi les Palestiniennes, il y a eu il y avait les Chiliennes, les Argentines, les Mexicaines, etc. Et comme tu dis, on ne va pas les interroger. Donc c'est vraiment encore cette histoire de l'invisibilité, de faire comme si la femme étrangère n'avait pas d'histoire. Et qu'elle arrivait dans ce pays, on ne sait pas comment, quand elle traverse la mer, on ne sait pas comment, elle prenne des avions, on ne sait pas comment, alors que l'on sait très bien qu'elles ont été dans les années 70 majoritairement des exilés politiques, hein, c'était des réfugiés politiques du fait des régimes autoritaires, je suis gentille quand je dis autoritaires, des dictatures d'Amérique latine. On sait très bien qu'il y a eu l'immigration familiale. Il y a eu une évolution où elles sont aujourd'hui à venir et à immigrer seules avec un projet de vie, parce qu'elles ont toujours des projets de vie quand elles immigrent, et on fait comme si elles n'avaient pas ce projet de vie. Et comme vous le dites, on ne les interroge pas, et nous, chez Femmes Solidaires, l'une des choses que l'on porte, c'est vraiment que quand on est devant les instances internationales, tous nos ateliers sont faits de façon à porter le plaidoyer avec elles et à les amener avec nous. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui prenons la parole, c'est qu'on fait en sorte qu'elles soient invitées, qu'elles prennent nos accréditations pour faire entendre leur voix et non pas parler à leur place. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler, c'est très important. Parce que pour donner de la visibilité à leur combat, tant dans leur pays d'origine, mais aussi dans le plaidoyer qu'on va porter sur les inégalités, toutes les discriminations qui peuvent exister en France contre les femmes par rapport à leurs droits, par rapport aux droits par rapport aux femmes sans papier. Il y a de plus en plus de sans-papiers, et ces sans-papiers, c'est de la main-d'œuvre pas chère, c'est de l'exploitation humaine. C'est des jeunes filles qui se retrouvent être dans l'esclavagisme moderne, et cet esclavagisme moderne, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec les femmes et les femmes de ménage et les gouvernantes dans les grands hôtels de luxe et de la lutte qu'elles ont portée pendant 1 année et demie, que ce soit celle de l'Ibis Batignolles, que ce soit celle de Yacht, etc. Et on fait comme si ces luttes n'existaient pas. Et alors c'est d'autant plus affolant, c'est qu'aujourd'hui on le voit bien sur la question des EHPAD, sur la question même de la crise sanitaire. Celles qui ont le plus souffert de la crise sanitaire, ce sont les femmes migrantes, et on oublie de le rappeler, puisque c'était elles qui font le service à la personne, et elles ont été aussi autant victimes que le personnel hospitalier de la crise sanitaire et des morts liées au Covid-19. Et ça n'apparaît nulle part, personne n'en parle, c'est de l'invisibilité complète sur le sort des femmes migrantes pendant cette crise sanitaire. Alors justement, en termes de visibilité, qu'en est-il du patrimoine artistique, culturel, littéraire, cinématographique, des personnalités féminines, féministes de premier plan, en étant bien évidemment tout à fait d'accord avec vous qu'on n'est pas en train d'héroïser les unes, de victimiser les autres, mais voir effectivement quand les femmes se prennent en charge et sont actrices de leur propre
Alors sur le plan culturel, artistique, on se rend bien compte que, oui, il y a une visibilité là d'artistes, de femmes, mais il y a aussi, dans certains secteurs d'activité culturelle, je pense à la BD par exemple, les chefs d'orchestre, les compagnies de danse, il y a souvent une minorité de femmes qui sont présentes au Festival de la BD à Angoulême. Et du coup, les BDistes femmes, elles s'organisent pour dénoncer qu'il n'y ait pas la visibilité de la création d'autrices, d'illustratrices, enfin elles s'appellent BDistes. Et donc, voilà, il y a une absence souvent de reconnaissance d'une singularité féminine, voire féministe, dans la création culturelle. Il en apparaît, par exemple, il y a une association 50-50 qui parle effectivement de 50, à 50-50 il faut être, donc il y a sur les questions sociales, et il y a un pan dans cette organisation, dans ce mouvement 50-50, un pan culturel. Et dans le pan culturel, moi je reçois leur newsletter, et à chaque fois, 50-50 fait état justement du fait qu'il n'y ait pas 50-50 dans la culture. Il n'y a pas 50% de chefs d'orchestre, 50 femmes et 50% d'hommes. Il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. C'est pareil dans des compagnies théâtrales, des directeurs d'exploitation, enfin des directeurs de théâtre nationaux. Il y a très peu de femmes qui sont à la direction des théâtres. Il y a moins de subventions dans les compagnies artistiques qui sont dirigées par des femmes. Donc voilà là un parallèle, une dénonciation faite par 50-50 de cette inégalité dans le traitement de la singularité des femmes dans la création. Et pourtant il en existe de plus en plus, hein. Des femmes qui sont directrices de compagnies de théâtre, de danse, qui veulent accéder à une direction de théâtre. Elles sont directrices adjointes. Quand le directeur quitte le poste de directeur, eh ben, c'est pas elle qui monte. On va chercher un directeur d'ailleurs pour aller prendre la direction d'un théâtre. Donc il y a vraiment une inégalité qui existe encore aujourd'hui dans cette création. Après, sur d'autres domaines, je n'ai pas étudié au cordeau dans la littérature, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent, il y a de plus en plus aussi des femmes qui écrivent aussi dans le récit, dans la fiction, la singularité féminine, des combats de femmes. On a vu le nombre de livres qui sont sortis sur les violences, sur le sexisme, sur le harcèlement. J'ai encore reçu il y a quelques jours un livre sur les femmes et le harcèlement, les femmes et le harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté des femmes d'écrire sur ce qu'elles subissent, dans des essais, dans des récits, dans des romans, je l'ai dit. Mais en même temps, voilà, il y a une visibilité qui apparaît, mais il y a quand même un combat qui est à mener pour qu'on arrive aux 50-50. Oui, puis en littérature, je crois que c'est la supériorité de la littérature que d'embrasser le monde dans sa complexité, diversité, singularité, et pour le coup là, il y a des personnages et des démarches. Alors, et je pense, Mustapha, que tu es très bien placé pour parler justement de ces femmes écrivaines et qui, qui dans leur roman parlent justement de ces vies d'exil et ces parcours, parce que tu as fait plusieurs articles formidables en faisant une sorte de parcours anthologique, et l'évolution aussi des figures féminines qui apparaissent. Bon, donc... Non, je ne vais pas... juste un simple petit mot, c'est vrai que le corpus littéraire est d'une formidable richesse. C'est que, on disait tout à l'heure, on ne parle pas de la femme immigrée, mais des femmes immigrées, et c'est... Tu citais Faiza Gueye, Catherine Calda, il y en a tellement, et tellement de personnages, et tellement d'histoires qui sont racontées, et qui rassemblent tout ce que vous dites, tout ce que la recherche même porte aujourd'hui, et qui parfois s'est écrit bien avant. Je pense que la littérature, c'est une ouverture sur ce monde, sur le monde migratoire en général, peut-être la vie, bon, moi je... Puis sur la vie des femmes en particulier, Annie Ernaux, c'est la littérature féministe. Hein. Mais alors, qu'en est-il du patrimoine, du point de vue effectivement de ce regard féminin au musée qui est... Mais écoute, donc dans les collections du musée, c'est essentiellement des photos humanistes dont j'ai parlé tout à l'heure qui évoquent cette réalité féminine. Il y a quelques femmes photographes, d'origine étrangère d'ailleurs, qui ont, elles, pris au sérieux ce sujet et ont plutôt fait des reportages un peu systématiques. J'avais vu et on a montré
les photos de cette femme, Janine Niepce, qui a fait un reportage sur les femmes africaines en 1962 dans les écoles de formation à la fois linguistique et des cours de civilisation ou d'éducation civique, tout à fait intéressant. Mais donc voilà, il y a cette couverture photographique, on va dire, qui est quand même un peu genrée dans son regard porté sur les femmes. Après, il y a des acquisitions d'objets, de parcours faits par des femmes, et souvent on remarque que soit les objets sont directement liés à leur patrimoine familial du pays d'origine, souvent autour de la cuisine d'ailleurs, ou alors c'est autour du corps, du soin du corps, ou des petits objets symboliques qui les resituent dans leur entre-deux. Par exemple, il y a ce joli don d'une petite figure qui a été donnée par une femme asiatique dont j'ai oublié le nom, mais qui était vietnamienne. Et c'est une sorte de chapelet ou de petit objet qui a à la fois une mission symbolique et cultuelle, et qui est joliment placé dans une petite trousse en soie. Donc voilà, l'univers féminin est quand même très présent, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de dons quand même au musée de l'histoire de l'immigration, il n'y a pas énormément de dons donnés par des femmes. En revanche, donc, il y a ce fonds littéraire dont on peut parler, qui à mon avis effectivement est une ressource formidable, et vraiment de plus en plus, moi j'encourage, quand je suis avec des professionnels qui essaient de comprendre et d'avoir un regard approfondi de ce réalité migratoire, je dis lisez des romans, lisez les romans. L'année dernière, on l'a remarqué pour le prix littéraire de la Porte Dorée, il y a eu pratiquement 50% de romans que nous on a considérés comme vraiment pertinents, écrits par des femmes, parlant d'expériences de femmes. Et sinon, nous avons des artistes d'art contemporain et qui sont extrêmement militantes et intéressantes. Par exemple, on peut citer le cas de Razel, ou Gazelle, qui, avec sa série Urgence, une série de photos où elle se joue des codes administratifs et elle fait des appels à recrutement d'un mari pour pouvoir obtenir des papiers. C'est dans les années 97-2000. Ou alors Kim Soo-ja, qui est d'origine coréenne et qui fait toute une performance filmée et qui a été photographiée, où elle est avec, elle appelle ça Botari Truck, c'est-à-dire qu'elle signifie le nomadisme des femmes à travers ces tissus très colorés qu'on trouve en Corée et qu'elle trimballe comme ça dans Paris, c'est extrêmement beau. Ou Zineb Zedira, qui moi je trouve une des artistes les plus formidables du musée, qui est d'origine algérienne et qui a fait cette série qui s'appelle Mode Temps, où en fait vous avez 3 écrans de vidéo et on voit la difficulté de transmettre la langue. Vous avez la grand-mère qui parle à sa fille en arabe ou en berbère, je ne sais pas, et voilà. La fille parle à sa petite fille, pardon, la fille parle à la petite fille. Zineb habite Londres, donc elle lui parle en français ou en anglais. Et la petite fille, on voit, est incapable de parler à la grand-mère, parce qu'elle n'a aucune langue en commun. Et donc ça, c'est vraiment très... Les expressions artistiques ont ce côté absolument incroyable, c'est que le message est direct, il est frontal, et il est d'autant plus prégnant. Donc on veut dire quelque chose, mais on focalise, et l'esthétique est au service de ce propos. Une question, parce que moi je n'ai pas de mémoire. Est-ce qu'il y a déjà eu une exposition au musée qui aborde justement la migration à travers exclusivement Absolument pas, c'est pour ça que c'était un peu un plaidoyer ce numéro, c'était de dire, ben voilà, les femmes sont engagées, elles luttent contre les stéréotypes, contre cet enfermement, cette anonymisation, invisibilisation. Prenons ce sujet un jour au sérieux. C'est pas, à mon avis, pour demain, mais bon. Et quand j'ai rencontré Michel Perrault à la fin de l'entretien, je lui ai posé la question d'un panthéon des femmes étrangères. Elle m'a regardé avec de gros yeux. Et je lui ai dit, mais je pense que c'est important quand même d'avoir toutes ces figures féminines marquantes dans leur domaine, dont souvent, parce qu'elles sont devenues très connues, on a oublié qu'elles étaient d'origine étrangère et qu'elles sont aussi arrivées, ne parlant pas la langue, et réussissant dans leur domaine professionnel, parfois très pointu, bien sûr Marie Curie est le symbole absolu avec 2 prix Nobel, etc. Mais
dans plein d'autres domaines. Et souvent, le succès fait qu'elle se renie en tant que femme d'origine étrangère. C'est quand même assez étonnant, quoi. Et moi, je pense que c'est très important que dans les écoles, on devrait avoir voilà, ces 30 ou 40 femmes absolument incroyables, dont les vies sont passionnantes. Et d'ailleurs, la BD commence à investir ces vies-là, et d'album en album, faire découvrir Joséphine Baker, bien sûr, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, mais il y en a plein d'autres, et ce serait vraiment formidable de faire ça. Une dernière question, c'est peut-être pas intelligent de terminer par une question qui peut être source de débat. Quels sont aujourd'hui les débats un peu, les controverses autour du féminisme et de l'immigration? Si je résume un peu toutes les tendances, est-ce que la montée d'un certain conservatisme ambiant, notamment par rapport aux questions effectivement de droit à l'avortement, etc., voire certains candidats à la présidentielle qui tiennent des propos qui nous ramèneraient peut-être des décennies plus en arrière, est-ce que le trop-plein de religion, est-ce que parfois même effectivement la revendication religieuse sous couvert de féminisme, est-ce que tout cela, ce ne sont pas à la fois des débats entre spécialistes universitaires, militants, militantes, etc., mais des dangers qui s'amoncellent, des nuages qui s'amoncellent au-dessus des têtes des femmes étrangères, des femmes immigrées ou d'origine immigrée? Ben, ces débats sont nécessaires. Et ces débats sont essentiels, et nous, on n'est pas contre ces débats, même s'ils font controverse. Et je l'ai rappelé au début, Femmes Solidaires est une association féministe, et tout à fait, et en 2004, nous étions partagés sur la question même de la loi sur les signes religieux. Mais c'est là où l'apport des femmes étrangères est très important dans une association, et que le regard et le vécu des femmes étrangères, parce que celles qui arrivent, elles arrivent avec une histoire. Et chez Femmes Solidaires, ce qui a secoué l'association, c'est le récit des Algériennes. Et les Algériennes, quand elles sont arrivées, parce qu'elles étaient victimes du diktat islamiste, qui était forcées de porter le voile, parce qu'elles étaient coiffeuses, elles pouvaient être assassinées, donc sur la question du corps, etc. Les Algériennes, la première chose qu'elles ont dite chez Femmes Solidaires, et les Algériennes ont été dans les instances de Femmes Solidaires, c'était « Attention les filles, soyez vigilantes, parce que c'est le premier pas pour réinvestir le corps des femmes. C'est le premier pas, la religion va utiliser encore une fois le corps des femmes pour réinvestir et pour détourner le combat féministe et faire scission dans le débat féministe. Et on s'en est rendu compte, puisque c'est aujourd'hui, dès qu'on aborde la question du voile, c'est pas que ça pose problème, c'est que tout de suite, c'est un débat qui soulève des passions et où on arrive très, très souvent à ne pas dépassionner le débat. Mais ce qui est important de comprendre dans cette question du féminisme et à travers les identités et à travers la religion, c'est que les femmes, elles ont un premier combat, c'est celui de la lutte contre le patriarcat et contre le sexisme. Et ce que nous, on porte comme message, c'est celui, justement, d'être anticlérical. Et ça ne veut pas dire que les femmes doivent abandonner leur religion, c'est d'être dans le combat, dans la défense de la laïcité et d'être dans le combat anticlérical. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que quelle que soit la religion, les premières qui vont payer le lourd tribut du patriarcat, ça va être les femmes. Au nom de la religion, on va vous ramener en arrière. Et on a l'exemple. L'exemple, c'est quand même l'ensemble des femmes qui se battent à travers le monde, de la Pologne au Chili, de l'Arabie Saoudite à la Corne d'Afrique, que ça soit aussi à Israël aussi, puisqu'il y a quand même les femmes juives qui se battent aussi contre les pratiques religieuses qui font qu'aujourd'hui, les femmes juives aussi ne peuvent pas divorcer. Elles ne sont pas libres pour divorcer au nom de textes religieux qui, elles aussi, les rendent inférieures. Et on voit
voit bien que les trois religions monothéistes sont toujours là pour minorer les femmes et faire en sorte qu'elles ne puissent pas s'émanciper et qu'elles restent dans leur rôle naturel. On le voit avec le statut, le code de la famille, comme on le dit en Algérie, on le voit avec la Mudawana. En Pologne, on voit comment, après la chute du mur de Berlin, l'Église catholique a repris le dessus et chemine. Et il y a vraiment ce que l'on dit, nous, chez Femmes Solidaires, c'est qu'il y a une convergence écuménique des luttes contre les droits des femmes. Voilà. Et donc, les Polonaises se retrouvent avec aujourd'hui un droit à l'avortement, alors qu'on partait en Pologne auparavant pour pouvoir avorter. Aujourd'hui, les femmes polonaises ne peuvent plus avorter. Les lois sont très restrictives. C'est pareil en Amérique latine où elles se sont battues. La grande portée aussi ces dernières années, c'est l'Argentine, c'est l'Irlande qui se sont battues donc contre des églises. Et donc on voit bien que la religion n'est pas là pour aider à l'émancipation des femmes et que quand elle peut porter atteinte, que ce soit à travers un voile, que ce soit à travers des codes de statut personnel qui vont l'inférioriser, il est nécessaire de mener un combat qui soit libéré du religieux pour pouvoir aller vers l'émancipation, parce que notre ennemi principal, c'est bien le pouvoir de domination patriarcale, qui est à la fois dans une société athée, laïque, ou dans une société qui sera à dominante religieuse à partir du moment où il n'y aura pas le travail d'évolution des mentalités, mais aussi et très fortement sur le fait que les lois doivent être civiles et ne doivent pas être rattachées, quand il s'agit des droits des femmes, à des textes religieux. Merci, je vous remercie toutes les trois pour vos éclairages et toutes les informations que vous avez données. Je pense que ça a été particulièrement instructif pour l'ensemble de nos followers, comme il est convenu de dire. Alors donc je rappelle effectivement, Soham Baïsal, tu étais là pour parler de l'association Femmes Solidaires. Marie Poinceau, tu étais là pour parler de deux revues, un numéro spécial sur le corps des femmes et un numéro sur Femmes Engagées. Et Samia, toujours aussi de Femmes Solidaires, mais plus spécifiquement du magazine Clara. Demain, nous clôturerons la série de rencontres que nous avons commencé mardi avec Abdelmalek Sayad à propos de deux entretiens qu'il avait menés auprès justement de deux femmes algériennes de deux générations différentes, une qui pendant la guerre et l'autre juste dans les années 70, qui devait avoir une vingtaine d'années dans les années 70-80. Et j'en parlerons avec Salima Amari, qui a piloté un peu cette publication avec, je me confonds toujours, Eric et Didier Fassin, mais en tout cas c'est l'un des deux. Et avec Tassalit Yassine, qui, bien évidemment, qui a connu Abdelmalek Sayad, qui a aussi été cheville ouvrière de cette publication, et qui dans le livre donne un entretien. Il sera question de tout cela demain. Et je rappelle effectivement que l'exposition sur la laïcité est toujours en piste dans les locaux de la CBE, encore pendant une bonne dizaine de jours. Merci à toutes et merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Et ben voilà.